Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique, un numéro dans lequel nous allons parler évidemment de l'actualité. On va commencer avec cette fameuse crise sanitaire qui n'en finit plus et qui part désormais sur une surenchère des vaccins. On partira ensuite sur la question de la loi de séparatisme, dont le séparatisme a d'ailleurs disparu du texte. Et puis on terminera évidemment avec la question des élections américaines qui, elles non plus, n'en finissent plus de faire parler. C'est parti. Et avant de commencer, je vous rappelle, comme à chaque fois, que c'est important pour nous que vous commentiez, que vous partagiez et que vous likiez évidemment cette vidéo. Ça aide le référencement et ça permet une meilleure diffusion. Allez, c'est parti, on passe aux choses sérieuses. Bonjour monsieur, je reçois aujourd'hui François Asselineau, le président de l'UPR, ancien candidat à l'élection présidentielle. On va commencer aujourd'hui avec la crise sanitaire, évidemment, puisqu'on ne parle plus que de cela. Le déconfinement n'est pas d'actualité. Cette phrase est issue de la dernière conférence de presse d'Olivier Véran, le ministre de la Santé. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Écoutez, moi je suis comme les Français, c'est-à-dire qu'on n'y comprend plus rien. Voilà. On ne comprend plus rien à rien. Et je me demande si ça n'est pas fait exprès, parce qu'on ne sait plus si on a le droit de sortir, de ne pas sortir, d'aller à 1 kilomètre, d'aller à 2 kilomètres. Est-ce que l'on a le droit d'acheter des cadeaux pour les enfants pour Noël ? Est-ce que on va dans des supermarchés, on voit qu'il y a des rayons qui sont autorisés, on peut acheter une paire de chaussettes, on ne peut pas acheter une paire de pantoufles. Tout ça, c'est n'importe quoi. Alors, soit le gouvernement est complètement incompétent, ce que j'ai quand même du mal à croire, soit il y a ça tire dans tous les sens et ça obéit à des instructions ou à des directives qui sont peu claires. Ce qui est en tout cas certain, c'est qu'on a rarement vu un gouvernement faire des choses aussi incohérentes depuis des mois et des mois. Et la seule cohérence que l'on voit à tout ça quand même, c'est une soumission à ce qu'on appelle Big Pharma. Il y a quand même un scandale qui est là, qui est sous nos yeux. C'est ce qui se passe avec le Remdesivir, le produit de Gilead. Je rappelle que l'Union européenne a acheté pour 500 000 doses, c'est-à-dire 1 milliard d'euros de doses de Remdesivir, sous le nom de Veclafi, je crois, ou Vefacli, je ne me rappelle plus, c'est le nom de ce médicament. Lorsque l'Union européenne dépense 1 milliard d'euros, ça veut dire que la France, là-dedans, elle en prend à sa charge 18 à 20%. Donc ça veut dire que les Français, nous, enfin, toutes les personnes qui regardent... Les contribuables vont avoir payé à peu près 180 millions d'euros pour acheter ces doses de Remdesivir. Et ça s'est passé 3 jours avant que des études sortent pour montrer que non seulement le Remdesivir est inefficace, mais en plus c'est très dangereux. Voilà, c'est un médicament qui était fait pour le virus Ebola et d'ailleurs qui détruisait les reins. Alors, on s'aperçoit maintenant, il paraît qu'on voit arriver dans les hôpitaux parisiens des doses de Remdesivir, on ne sait pas quoi faire. C'est un médicament extraordinairement coûteux. Il y a forcément eu... Dépression ? Sinon dépression, il y a eu aussi des valises de billets. Enfin, il faut dire les choses. On est dans un univers de corruption généralisée. Bon, donc moi, et au même moment, l'hydroxychloroquine est toujours interdite officiellement. Alors que l'interdiction a été prise par M. Véran 2 jours après la parution de l'étude du Lancet, qui était une étude qui n'est pas... J'ai vu dans la presse qu'on parle d'une étude controversée. Elle n'est pas du tout controversée. C'est une fausse étude. C'est un truc qui était complètement fabriqué de A à Z. Et M. Véran a interdit dans la foulée l'hydroxychloroquine. Il n'est pas revenu sur sa décision, mais... On est dans un univers extraordinairement flou. J'ai quelqu'un qui est un proche de moi, une femme qui a été atteinte de la Covid-19, du coronavirus, et qui a été hospitalisée dans un hôpital parisien. Elle était quand même assez mal en point, et on lui a administré le protocole Raoult. Alors que c'est officiellement interdit. Et à partir du moment où elle l'a eu, elle s'est mieux passée. Alors, je suis pas là pour vanter le professeur Raoult ou l'hydroxychloroquine, mais quand même, force est de constater qu'il y a eu des études maintenant nombreuses qui se sont accumulées et qu'il en ressort des centaines d'études maintenant avec des métadonnées que l'hydroxychloroquine semble globalement être assez efficace dans un certain nombre de cas. C'est pas un médicament miracle, mais j'ai vu qu'il paraît que dans des EHPAD, sur un grand nombre d'EHPAD, eh bien, il y a à peu près le taux de mortalité est divisé par 2. Alors, c'est quand même inimaginable. On a dépensé 200 millions d'euros pour un médicament qui ne sert à rien et qui, en plus de ça, nuit. Alors, vous savez qu'il y a un principe en médecine, primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Et ça a été décidé
par des institutions extranationales, l'Union européenne qui est le lieu de tous les trafics, en fait, de toutes les... On verra aussi pour les subventions tout à l'heure, par exemple, au mouvement islamiste. Donc, on a quelque chose qui est en dehors de la France, on se retranche derrière. Là, il n'y a pas besoin d'études randomisées, d'études ceci, d'études cela. On nous bassine avec les études randomisées qui n'auraient pas été faites sur l'hydroxychloroquine, alors que c'est un médicament qu'on connaît depuis 70 ans. Et en revanche, un médicament qui est quasiment gratuit, ça, il est quasiment pestiféré. Enfin, on est dans un univers qui, à mon avis, déraisonne. Et je me demande honnêtement s'il n'y a pas derrière tout ça une véritable opération. C'est ce que ressentent les Français. Vous savez, les peuples, ils ne se méprennent pas dans l'intuition qu'ils ont. Il y a quand même une opération de nature, manipulation de l'opinion publique. Maintenant, on nous sort les vaccins. Alors justement, oui, c'était ma question suivante. On a vu en quelques semaines, en 2 semaines, je crois, naître 2 vaccins. Le premier, c'est Pfizer en collaboration avec BioNTech, l'allemand. Le deuxième, c'est Moderna. Les deux fonctionnent sur le principe de l'ARN messager. Alors, c'est la surenchère d'efficacité, tantôt 90, tantôt 94, tantôt 94% et demi d'efficacité. On va bientôt en avoir un avec 112% d'efficacité. Vous verrez, on va ressusciter les morts. Et dans le même temps, information qui est récemment tombée, on sait que Facebook va couper toutes les informations dites anti-vaccins. Comment vous voyez ça ? Je suis quand même extrêmement inquiet parce qu'on voit qu'il y a une véritable manipulation. Je parlais à l'instant, par exemple, sur l'affaire de l'hydroxychloroquine, qui est un médicament vraiment qui a été pris par des milliards de gens, y compris par moi, par vous, enfin toutes les personnes qui se rendent dans les zones impaludées en ont pris. D'ailleurs, on note qu'en Afrique, il y a très très peu de Covid, alors que ce sont des gens qui prennent massivement de la chloroquine. Alors je sais bien qu'il y a des gens qui ont aussitôt la réponse, oui, mais en fait, il y a beaucoup plus de jeunes en Afrique. D'accord, mais il y a aussi des personnes âgées en Afrique. Bon. En d'autres termes, pour l'hydroxychloroquine, il faut des études randomisées pendant des mois et des mois. Ce n'est jamais assez. En revanche, les vaccins, normalement, tous les spécialistes des vaccins savent qu'il faut au minimum une dizaine d'années pour parvenir à quelque chose qui soit fiable. Bon. Pour avoir le recul, pour voir la balance bénéfice-risque, voilà. Justement. Moi, je vois des informations, on nous annonce qu'un vaccin sort et qui pourrait procurer une immunité sur 10 ans. Mais ils l'ont vu comment qu'il pouvait procurer une immunité sur 10 ans. Il faudrait avoir au moins 10 ans d'observation pour pouvoir l'affirmer. On a des vaccins, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On sait aussi que l'Union européenne achète à tour de bras, comme le Remdesivir, elle prend des options, alors que les laboratoires pharmaceutiques ont obtenu de ne pas pouvoir être poursuivis si d'aventure ça ne marchait pas. C'est incroyable, ce sont des milliards d'euros qui sont en jeu. Je crois même que l'Union européenne s'est engagée à payer une partie des dommages collatéraux. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on paye pour des produits dont on ignore tout. Et si d'aventure ça se passe mal, il faudra payer. Ce sera également au contraire de payer. D'ailleurs, vous avez cité effectivement Pfizer et BioNTech, c'est-à-dire d'ailleurs un Américain et un Allemand. Je dis ça au passage parce que M. Macron nous avait fait le coup de l'Europe de la santé, etc. C'est ridicule. Voilà, la France est complètement marginalisée, encore une fois. Mais vous avez cité aussi Moderna. Il faut citer AstraZeneca qui vient de sortir à son tour un vaccin qui paraît-il est mirobolant aussi. Il faut citer Johnson & Johnson. Johnson & Johnson, l'Union européenne a acheté aussi pour, je crois, 400 millions de doses, ce qui est quand même dingue. Il y a 449 millions d'habitants en Union européenne. Si on additionne toutes les doses qui ont été achetées, on en est à 1,4 milliard. Alors moi, je veux bien qu'il faille parfois 2 doses pour faire un vaccin, mais on achète des doses surnuméraires. Mais Johnson & Johnson a été obligé d'arrêter, vous avez suivi cette affaire, parce qu'il y a eu dans le protocole qui était en cours, il y a eu un des patients qui a eu une maladie inexpliquée, donc ils ont tout arrêté d'un seul coup. D'ailleurs, au passage... Ils n'ont pas pu prouver que c'était en lien avec le vaccin. Oui, enfin, ils ont quand même arrêté. Le doute est permis, évidemment. Ils ont quand même arrêté. Bien sûr. Et moi, ce que je vois, c'est que ces vaccins ont été injectés à, paraît-il, 300, 400, 500 personnes. Mais les protocoles qui ont été faits par l'Institut de Méditerranée, l'IHU de M. Raoult, et pas seulement par lui, il y en a dans de très nombreux pays du monde, il y a plus de 100 études qui ont été faites. Maintenant, ce sont sur des dizaines et des dizaines de milliers de patients. Et ça n'est jamais assez. Donc tout ça me donne à penser qu'il y a derrière ces vaccins des immenses opérations au minimum d'argent, au minimum pour gagner, parce que ce sont des sommes mirobolantes qu'il y a derrière. On parle de milliards et de milliards d'euros.
et peut-être pire encore que l'argent, puisque vous savez que maintenant c'est pas du complotisme, hein, c'est pas le complotisme. D'ailleurs, il faudra qu'on en parle du complotisme. Hein. Le complotisme, en fait, c'est le nouveau nom qu'on donne à l'esprit critique. Moi, quand j'étais jeune, quand j'étais écolier, puis étudiant, on nous enseignait dans les cours de philosophie, etc., d'exercer, c'est le principe cartésien, de remettre en cause ce que l'on nous disait à l'exercice de notre raison. C'est fondamental dans la démocratie, c'est exercer son esprit critique, ne rien prendre pour assurer, c'est au début de comment dirais-je, du discours de la méthode de Descartes, justement, de rien prendre comme assurer, exercer sa raison. Bon, maintenant, dès que vous voulez exercer votre raison, on vous traite de complotiste. Moi, ce que je vois, c'est que dans ces vaccins, on voit apparaître, si vous suivez bien l'actualité maintenant, des ingénieurs américains ont mis au point des vaccins avec à l'intérieur des nanoparticules et qui rendent le vaccin fluorescent si vous approchez un appareil. C'est-à-dire que vous allez pouvoir maintenant voir si quelqu'un est vacciné ou pas. Parce qu'avant, il y a des gens qui se disaient « Bon, ben, je vais signer un faux papier comme quoi j'ai été vacciné, mais je ne vais pas me tenir comme vacciné. » Non, non, on est dans une société de plus en plus intrusive et qui oblige petit à petit à accepter que l'on mette dans votre corps des choses dont on ignore tout. Parce que dans ces nanoparticules, il peut aussi y avoir des informations. Et ça n'est pas du fantasme. Allez vous renseigner, que tout le monde aille regarder il y a des sources, mais tout à fait sérieuses, hein, sur le fait qu'il y a maintenant des vaccins avec à l'intérieur, on peut faire des nanoparticules qui contiennent des informations, notamment, par exemple, votre carnet de santé, etc. Alors ça, c'est ce qu'on vous dit. Vous savez déjà, quoi qu'il en soit, qu'il y avait des nanoparticules de métaux lourds, notamment. Voilà. Alors, les gens peuvent dire oui, mais c'est bien parce que ça va. Voilà. Les gens vont dire oui, mais comme ça, vous pourrez savoir tout de suite le groupe sanguin. Oui, d'accord. Mais qui assure que ce sera les seules informations qu'il y aura dedans? Voilà. Et là, on est face au puçage des êtres humains. Et je rappelle que, pour ce qui nous concerne, moi, dès 2011, dans le programme présidentiel que j'avais présenté en 2011, pour l'élection de 2012, à laquelle je n'ai pas pu participer parce que j'avais pas eu les parrainages, mais je l'ai remis en 2017, dans notre programme, il y a le fait que la France devrait saisir l'Organisation des Nations Unies pour interdire au niveau planétaire le puçage des êtres humains. Parce que là, on est au bord du transhumanisme. On est face à un basculement de civilisation qui peut aboutir à quelque chose d'absolument démoniaque. Et moi, ce que je trouve absolument incroyable et même scandaleux, c'est que sur la scène politique française, je ne connais que notre mouvement politique qui disent ça. Les autres, ils prennent la poudre d'escampette. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils ont peur. Ils ont peur du pouvoir de Big Pharma et de ce qu'il y a derrière. Lorsque je vois, par exemple, Madame Le Pen ou Monsieur Xavier Bertrand, qui tiennent exactement le même discours politicard, parce qu'ils ont été interrogés sur le vaccin. Madame Le Pen, Monsieur Xavier Bertrand ont dit « Ah, à titre personnel, je vais me faire vacciner ». Ça, c'est pour faire, comment dirais-je, montrer face aux grandes puissances de Big Pharma qui sont fréquentables. Mais en revanche, je laisserai la liberté aux Français de se faire vacciner. Mais attendez, s'ils se font vacciner, c'est qu'ils pensent que c'est bénéfique. Donc à ce moment-là, ils devraient dire que tous les Français doivent se vacciner. Donc qu'est-ce que c'est que ce genre de discours? Ce sont des discours de lâches, de gens qui n'osent pas dire aux Français ce qui se passe. Moi, j'estime, quant à moi, qu'on ne peut pas actuellement obliger les Français à accepter ce genre de vaccin. Moi, personnellement, je le refuserais, tant que l'on ne sait pas très exactement ce qu'il y a derrière. Très exactement ce qu'il y a derrière, ça veut dire des années et des années pour vérifier l'innocuité du produit et vérifier ce qu'il y a dedans. Et qu'il y ait notamment des gens qui ne soient pas dépendants des laboratoires pharmaceutiques qui voient ce qu'il y a là-dedans. En plus de ça, on a une maladie très particulière qui ressemble quand même à une grippe. Or, tout le monde sait que le vaccin de la grippe, ça change tous les ans, qu'il n'est pas très efficace, etc., etc. Et je rappelle que le vaccin contre le HIV, ça fait 30 ans qu'on le cherche, qu'on n'y arrive pas. Donc, les Français ne sont pas bêtes, hein. Je vois qu'il y a des gens qui disent oui, il paraît qu'il y a maintenant 40% des Français qui accepteraient d'être vaccinés. Je disais ça, c'est un sondage de BFM TV. Donc 60% des Français il y en a 46% qui le refusent et 14% qui hésitent. Mais on dit oui, les Français sont victimes du complotisme. Non, non, non. Les Français sont des gens très, très, très intelligents. Ils raisonnent bien. Moi, je n'ai rien contre le BCG. Ce sont des vaccins très anciens qui ont effectivement éradiqué la tuberculose, la variole. Ça, je suis pour. Mais les vaccins, là, comme Madame Buzyn, qui en a injecté 11 on est le seul pays au monde
a imposé 11 vaccinations aux enfants. Alors pourquoi est-ce que là, pour le coup, on ne parle pas de ce qui se passe, par exemple, dans les restes des pays de l'Union européenne? Et moi, sur une affaire comme celle des vaccins contre cette Covid-19, j'estime que ça n'est absolument pas raisonnable de se lancer dans cette ça, tout est beaucoup trop prématuré. Et on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a derrière des intérêts financiers géants, pour ne pas dire autre chose, des intérêts politiques derrière. C'est comme ça qu'on va clore cette première partie. François Asselineau, on va passer à la suite avec la question de la laïcité. On a vu qu'un projet de loi sur le séparatisme était présenté en début de semaine au Conseil des ministres. On a vu également que le mot séparatisme, dont Emmanuel Macron semblait se regorger, a subrepticement disparu. On préfère finalement les valeurs républicaines. Avant de vous donner la parole, François Asselineau, je vous propose d'écouter quelques propos du président de la République. C'était au sujet de la liberté de blasphémer. Et puis vous verrez ensuite quelques propos sur les musulmans, justement, mis face à ce droit au blasphème. Il y a aussi en France une liberté de blasphémer, qui est attachée à la liberté de conscience. Et donc de là où je suis là pour protéger toutes ces libertés. Ça va à l'encontre de la morale qu'ils ont reçue. Si on leur demande d'accepter que le prophète de l'islam soit critiqué avec des images qui montrent son corps nu, pour eux, on a touché à quelque chose de très sacré, alors que, par exemple, le prophète, d'après certaines interprétations, je ne dis pas que c'est vrai, on ne doit en aucun cas le représenter ni schématiquement, ni par une photo. Il y a déjà un conflit de loyauté parce que attaquer à ce qui est culturel, religieux, la religion des parents, c'est, je reviens toujours au sacré, mais aussi à la loyauté. C'est qu'on touche à ce qui est de l'identité originelle. Mon fils de 17 ans a une pratique plus importante que la mienne. Il fait la prière. Voilà, tous les jours, et je voulais échanger avec lui et surtout sur savoir qu'est-ce que lui aurait fait lors d'un cours d'éducation civique où le professeur lui aurait présenté une caricature de Mahomet, Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, parce que moi, je lui ai dit, moi, je ne serais pas sortie parce que écouter les autres, c'est pas remettre en question ma religion. Alors c'est une question assez lourde, François Asselineau. Comment voyez-vous cela? Comment percevez-vous cette question du droit au blasphème en France, qui fait partie, si l'on écoute Emmanuel Macron, des valeurs républicaines, et en même temps faire coïncider avec la présence en France d'énormément de musulmans qui peuvent se sentir offensés? Alors c'est un sujet qui est évidemment très compliqué et explosif. Ce que je voudrais dire d'abord en préalable, c'est que la liberté d'expression en France n'existe pas, sauf par exemple pour les caricatures de Mahomet. J'exagère un peu, mais pourquoi d'ailleurs dans ces cours on ne présente pas une caricature de M. Macron à quatre pattes, les fesses à l'air? Il accepterait, le président de la République, de faire ça? Bon, j'ajoute qu'on est dans un univers où actuellement toutes les minorités... Il faut protéger toutes les minorités. Donc on n'a pas le droit de se moquer des juifs, des noirs, des LGBT. Maintenant, il y a le truc contre la glossophobie, donc les gens qui ont un accent, etc. Donc on ne cesse que d'avoir des lois qui protègent. Je ne suis pas contre d'ailleurs, parce qu'on est dans un univers maintenant où effectivement les gens tiennent à leur dignité. Mais pourquoi finalement il y aurait que ça sur cette question? Ça me gêne. Cette histoire me gêne. Que l'on comprenne bien de mon propos, je trouve que M. Macron et les gens qui l'entourent sont intransigeants là où ils devraient être souples et trop souples là où ils devraient être intransigeants. C'est-à-dire que j'estime quant à moi qu'effectivement on a le droit d'avoir, on est en France, on a le droit d'avoir le droit au blasphème. Charlie Hebdo a le droit de faire des caricatures. Bon, ça c'est une chose. Mais c'en est une autre que de présenter ça devant des enfants de 13 ou 14 ans. Pour présenter la liberté d'expression. Pour la liberté d'expression, ils auraient pu dire, par exemple, ben voilà, à la télévision française, il n'y a jamais de débat sur l'Union européenne ou sur l'euro. Voilà, M. Asselineau n'est jamais invité nulle part, sauf sur TV Liberté. C'est une suggestion que vous faites à Jean-Michel Blanquer pour le programme de l'année prochaine. Non mais c'est extraordinaire.
Tous les débats de fond, il n'y a pas que moi, mais tous les débats de fond sont interdits, en fait, à la télévision. Notre appartenance à l'OTAN, notre appartenance à l'Union européenne, notre appartenance à l'euro. On aurait pu aussi parler lorsque monsieur, le lanceur d'alerte qui s'est réfugié en Russie, ou bien Edward Snowden ou bien Julian Assange au Royaume-Uni, ils ont demandé l'asile politique en France, on leur a refusé. Donc voici la grande terre de liberté d'expression. Donc moi personnellement, j'estime que on n'a pas à présenter des caricatures touchant une religion, pas seulement d'ailleurs l'islam. Parce que si on je n'aimerais pas que l'on présente à des enfants de 12 ou de 14 ans une caricature de Jésus-Christ et qu'est-ce que vous voulez, à quatre pattes et fesses à l'air. Je considère que ce serait quelque chose qui touche quand même à la dignité c'est offenser délibérément des gens. Encore une fois, les gens ont le droit de faire des caricatures et de les publier si ça leur veut. C'en est une autre que de donner l'impression que le système scolaire promeut cela. Parce que la laïcité, ça n'est pas non plus une espèce d'athéisme militant. Et puis, ça en est encore une troisième chose que de faire ce qu'a fait Macron, c'est-à-dire que de proclamer urbi et orbi, si j'ose dire, que c'était la France, c'était les caricatures de Charlie Hebdo. Il est dément. Il avait 50 millions de personnes contre lui déjà en France, maintenant il s'est mis 2 milliards de personnes à dos, Macron. Il n'y a aucun pays au monde qui ne fasse quelque chose comme ça. Donc moi, personnellement, sur cette affaire, je dirais, moins on en parle, mieux c'est. C'est-à-dire que j'estime que, bien sûr, Charlie Hebdo a le droit de faire ses caricatures. Mais alors, est-ce que ça, c'est pas mettre un peu la poussière sous le tapis, François ? Non. Parce que ça, j'estime, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, ça, c'est être intransigeant sur quelque chose qui ne me paraît pas bien. Voilà. Parce que moi, lorsque quelqu'un, par exemple, je ne sais pas si j'ai des amis, je ne vais pas commencer à leur dire qu'ils sont moches, qu'ils sont pas beaux, qu'ils sont ci, qu'ils sont ça. Bon. Donc ça, c'est de l'offense gratuite. Et vous voyez les témoignages, les gens, on les bouleverse dans le plus profond d'eux-mêmes. Mais, en même temps, comme dirait Macron, on est d'une mollesse incroyable sur justement les mouvements islamistes. C'est pour ça que je dis qu'autant j'estime qu'on n'a pas à caricaturer, à faire la promotion nationale et par l'État de ce genre de caricature, autant l'État devrait être intransigeant sur bien d'autres choses. Par exemple, effectivement, il y a ce projet de loi, mais c'est encore une loi c'est une montagne qui va encore accoucher d'une souris. J'ai vu qu'il va falloir que lorsqu'il y a des dons à des associations islamistes de plus de 10 000 €, il faudra que ça soit déclaré. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est rien du tout. J'ai vu qu'il est question que les préfets puissent éventuellement dissoudre des associations et en tout cas et contrôler les financements. Est-ce que les Français se rendent compte que j'y reviens toujours, notre appartenance à l'Union européenne et à la CEDH vide de sens les mesures qui peuvent être prises au niveau national contre les mouvements islamistes ? Personnellement, je considère que la France devrait avoir une position tout à fait intransigeante sur ces questions, et d'ailleurs elle pourrait caler sa législation sur ce que font un certain nombre de pays musulmans eux-mêmes. Les frères musulmans, par exemple. Les frères musulmans sont une organisation jugée terroriste en Russie, mais aussi au Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Égypte, en Arabie saoudite. Nous devons considérer que les frères musulmans, c'est une organisation terroriste. Voilà ce que je pense. De la même façon que, par exemple, sur le Burkini est interdit au Maroc, pays musulman. Pourquoi est-ce que la France fait preuve d'une mollesse sur ces questions alors que des pays musulmans eux-mêmes essayent de se moderniser? Parce que ce qui se cache derrière ces mouvements islamistes, c'est une lecture extrêmement littérale et très partielle, ce qu'on appelle le salafisme ou le wahhabisme, et de certains passages du Coran. Alors c'est vrai que dans le Coran, vous avez des sourates qui sont des appels au crime, au djihad. Ça, c'est tout à fait exact. Mais vous avez aussi, dans le Coran, des sourates qui disent le contraire. Qui disent la ikraha fid din, c'est la sourate de la Al-Baqarah, c'est-à-dire nulle contrainte en religion. Vous avez Donc là-dedans, c'est une espèce de verset contre verset. Bon, c'est un peu d'ailleurs comme dans l'Ancien Testament. Vous avez dans le Lévitique et dans le Deutéronome, vous avez la lapidation de la femme adultère, etc. Il faut aider les pays musulmans à se moderniser. D'ailleurs, c'était le rôle de la France traditionnelle. La Turquie d'Atatürk, les parties basses en Irak ou en Syrie, c'était des pays qui avaient modernisé, qui avaient fait des pays laïcs, qui avaient cantonné la religion musulmane dans la sphère spirituelle. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que ce sont les pays occidentaux menés par les États-Unis qui ont détruit ou qui veulent détruire tous ces pays laïcs.
Bon, on a détruit l'Irak de Saddam Hussein. Alors c'est vrai que c'était pas une démocratie. Mais est-ce que l'Arabie Saoudite, est-ce que le Bahreïn, est-ce que le Qatar sont des démocraties qui sont soutenues à bout de bras par les États-Unis et les pays occidentaux? Et d'ailleurs, nos relations avec le Qatar posent problème. Il faut absolument, si on veut lutter contre l'islamisme, il faut absolument s'attaquer à l'Arabie Saoudite et au Qatar. On ne peut pas dire, je ne l'ai pas dit, lors de l'émission qui a eu lieu pendant la campagne présidentielle en 2017, j'avais fait rigoler les téléspectateurs lorsque j'avais demandé, j'avais pris à partie Macron en lui disant que derrière Daesh, il y avait des armes qui venaient des États-Unis, d'Occident, et qui transitaient par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Je lui avais dit, c'est vrai ou c'est pas vrai, monsieur Macron? Il m'avait dit, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est là où je l'avais rembarré en lui disant, de toute façon, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde. Ben, reprenez cette truc-là. Mais rien n'a changé. Donc en fait, M. Macron, comme d'habitude, il parle. Hein, parole, comme disait Dalida. Mais en fait, il ne se passe rien. C'est pour ça que j'en reviens à ma position. Je redis ce que j'ai dit. Macron, il est intransigeant là où il devrait... Je suis désolé, il y a énormément de Français qui pensent comme moi. On n'a pas à promouvoir au niveau national ni dans des classes. C'est pas des cours... c'est pas convenable. D'ailleurs, moi, quand j'étais enfant ou quand j'étais écolier... on nous apprenait quoi? On nous apprenait à écrire, à lire, à faire des mathématiques, du calcul. On apprenait l'histoire de France. Moi, j'aimerais savoir si dans les écoles, on fait bien d'abord et avant tout ce travail-là qui fait de faire aimer la France. La grandeur de la France. C'est ça qu'il faut. Parce qu'on ne peut pas prétendre être aimé par des gens et intégrer des populations si par ailleurs on les blesse dans le plus profond de ce qu'ils ont. Et puis par ailleurs, il y a encore un dernier point, j'en aurais fini sur ce propos, mais qui mériterait des quantités d'autres choses, de quantités d'autres développements. C'est que on ne peut pas à la fois lutter contre ça et par ailleurs rester dans Schengen et dans l'espace européen où tout le monde circule. On ne peut pas à la fois vouloir intégrer des populations qui sont originaires de zones religieuses et culturelles très difficiles à assimiler et en même temps continuer un afflux massif. Or Macron, qu'est-ce qu'il a fait là-dedans? Macron, il a pris comme position de vouloir retirer les subventions européennes à la Pologne et à la Hongrie qui essayent justement d'interdire l'immigration nouvelle. Moi, je dis que c'est de la folie. Il faut absolument interdire toute immigration nouvelle. Maintenant, et puis il faut avoir une position politique de République, c'est-à-dire faire valoir les valeurs de la République. Et j'en terminerai en disant c'est quoi la République? Parce que si je comprends bien ce que pensent nos concitoyens, je crois qu'une très grande majorité des Français sont pour la laïcité. C'est entré dans les mœurs depuis 1905. Beaucoup de Français estiment qu'il est normal que l'État ne se mêle pas de religion. L'État connaît toutes les religions, il n'en reconnaît aucune selon la formule consacrée. Et donc tous les Français sont d'accord pour que les chrétiens, les catholiques, les protestants, les juifs, les musulmans chiites, sunnites, les confucéens, les bouddhistes, etc. puissent, dans leur vie privée, et puis également les agnostiques et les athées ont aussi, que tout le monde a le droit, qu'il n'y a pas une religion officielle. Ça, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. C'est un problème de conscience individuelle. Mais ça ne s'arrête pas là. Il me semble que je me fais l'interprète de beaucoup de Français, de l'écrasante majorité des Français, en considérant que, même si ça peut choquer certains à l'extrême gauche, la France est quand même un pays de tradition chrétienne. Et c'est là qu'il y a un problème. C'est que j'ai vu que M. Aurélien Taché, vous avez vu ce député ex-LREM, qui hier a fait un scandale, ou avant-hier, a fait un scandale, enfin a provoqué quand même une certaine émotion en disant qu'il ne comprenait pas que la loi de Macron voulait s'en prendre à la polygamie. Et il trouvait que c'était tout à fait normal. Et donc il y a des gens qui lui ont dit oui, mais les valeurs de la République. Mais les valeurs de la République, pourquoi en fait? C'est pas la République qui est derrière. C'est le christianisme qui reconnaît, qui interdit la polygamie. C'est pareil, si vous voulez, on va se heurter dans les années qui viennent à des quantités de problèmes de cette nature. L'excision des petites filles. Est-ce que les femmes sont l'égale des hommes? Est-ce que, selon la charia, vous savez que le témoignage d'une femme ne vaut pas celui d'un homme? Pareil pour les héritages. Donc il y a des quantités de problèmes posés par la charia, par la loi musulmane, qui se heurtent non pas à la République, mais qui se heurte à la tradition chrétienne de la France. C'est ça le truc. Et tant qu'on n'aura pas reconnu ça, parce que ça c'est un truc qu'il va falloir sortir, c'est que la France est une république laïque, c'est vrai, mais que dans l'espace public et dans la loi, elle s'inspire en fait de sa tradition chrétienne.
Il est là le vrai problème, parce que sinon nous allons avoir M. Taché, d'ici 6 mois, nous expliquera qu'il faut qu'il y ait aussi des minarets, et puis l'appel du muezzin, etc., et que c'est républicain. Non. Et il faut qu'il y ait cette question-là, et je pense que on peut trouver un modus vivendi dans ces conditions, parce que moi, comme tout le monde, on a tous des gens que l'on connaît, qui sont issus de l'immigration. La grande majorité des Français issus de l'immigration veulent s'intégrer et voilà, ils ne sont pas des vats en guerre, voilà. Encore faut-il pas non plus aller montrer au niveau national des trucs qui les blessent. Mais il faut aussi être très clair, et il faut que l'État dise très clairement: la France est un pays de tradition chrétienne et qui devra le rester. On va pas défricher les vins de Bordeaux et les vins de Bourgogne. Hein. On ne va pas appliquer une loi qui nous est étrangère. Voilà, c'est ça qu'il faut que les choses soient très claires et que ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, eh bien, repartent dans leur pays d'origine. Écoutez, est-ce qu'on imaginerait, par exemple, que la France veuille faire faire planter des vignobles en Arabie Saoudite ou d'imposer le monokini sur les plages de l'Arabie ou du Qatar? Non. Non. Les musulmans sur place diraient: ça n'est pas notre culture. Et bien c'est pareil pour la France. Et pour clôturer cela, d'ailleurs, je donnerai un exemple. Très rapidement, étant donné que les catholiques ont été privés de messe à cause du Covid-19, très rapidement, plusieurs dirigeants de la République En Marche ont communiqué sur les réseaux sociaux en disant: ah ben voilà, ils font des prières de rue. Qu'est-ce que l'on va dire aux musulmans quand il y a des prières de rue? La réponse serait effectivement que la France est un pays chrétien. Alors, sur cette question, ce que je voudrais dire aux gens qui sont à En Marche, il faut qu'ils fassent très très attention à ce qu'ils font. Parce que derrière leur prise de position, il y a le statut de la femme. Il y a le statut de la liberté de penser. Il y a le statut de justement, ce que je disais tout à l'heure, l'esprit critique. Hein? Moi, je ne comprends pas que des femmes puissent approuver ces positions extrémistes de En Marche. Alors, s'agissant par ailleurs des catholiques, excusez-moi, j'ai vu un reportage de Quotidien, c'est une honte. Vous avez vu? Enfin, c'est plus quotidien, c'est Je suis partout. Vous savez, c'est en 1942-43. Vous avez des journalistes qui sont allés faire de la délation. Alors, monsieur Mélenchon, il exagère, parce que dans un cas, il parlait de prière de rue parce qu'il y avait des fidèles musulmans qui n'avaient pas d'établissement de culte et qui faisaient ça de façon continuelle. Dans l'autre cas, il y a des établissements de culte, mais on a interdit aux chrétiens d'entrer dans ces églises. Moi, je trouve ça délirant. Moi, je suis allé à la Toussaint, je suis allé à la messe dans un village, dans mon village de Bourgogne. Il y avait 1,50 m entre chaque fidèle, donc je vois pas pourquoi c'est interdit de faire ça. Donc il y a une volonté quand même du gouvernement, en l'espèce, de prendre des décisions qui sont, je sais pas ce qui les anime. Je ne sais pas si c'est, je n'arrive pas à comprendre ce qui les anime. D'ailleurs, ils vont faire machine arrière. Donc tout ça, ce sont des décisions qui sont au minimum prises à la hâte et peut-être même avec des arrière-pensées derrière qui ne sont pas forcément très belles à voir. On va terminer cette deuxième partie, François Asselineau, pour passer rapidement à la troisième, évidemment, les élections américaines. Pour commencer, je vous propose d'écouter la récente déclaration de Joe Biden, celui qui a été déclaré, au moins par le système, le nouveau président des États-Unis. Je pense que les Américains sont les témoins d'une incroyable irresponsabilité, de messages incroyablement préjudiciables envoyés au reste du monde sur le fonctionnement de la démocratie. Pour moi, Donald Trump est le président le plus irresponsable de l'histoire des États-Unis. Il est difficile de comprendre comment cet homme raisonne. Je suis convaincu qu'il sait qu'il a perdu et qu'il sait que je prêterai serment le 21 janvier. Donald Trump est le président le plus irresponsable que les États-Unis ont connu. Qu'est-ce que ça vous évoque ? C'est vrai que c'est une situation sans précédent. C'est une situation sans précédent. Il n'y a pas que Donald Trump. J'ai vu que son avocate, Shirley, j'ai oublié son nom de famille, Andrews, quelque chose comme ça, je ne sais plus, a fait des vidéos, c'est son avocate depuis 10 ans, mettant nommément en cause la CIA pour avoir truquer les élections, notamment avec non seulement des faux bulletins ou des bulletins qui auraient été tamponnés postérieurement. D'ailleurs, aux dernières nouvelles, je crois qu'il y a avant-hier, là où on a retrouvé 3000 bulletins, je ne sais plus où. Enfin, mais elle a également mis en cause la CIA, une partie de ce que certains appellent l'État profond aux États-Unis. Ce serait quoi l'intérêt de la CIA de promouvoir Biden. Oui, ça, également, bien, mais pour quel but ? Attendez, je termine, parce que je voulais parler du logiciel, du fameux logiciel Dominion, qui aurait été
été truqué. Donc moi là-dedans, je suis un peu comme tout le monde, je regarde ça. Une chose est certaine, c'est qu'on n'a jamais vu, me semble-t-il, un président des États-Unis en exercice et son entourage accuser publiquement. C'est pas ce qu'a fait Donald Trump, mais c'est ce qu'a fait son avocate, ce que laisse entendre aussi Rudy Giuliani, un autre avocat de Donald Trump, ce que laisse aussi vaguement entendre Mike Pompeo, le secrétaire d'État, qui a dit que Donald Trump ferait un deuxième mandat. On n'a jamais vu ça et accusé nominativement des structures internes comme une partie du FBI ou de la CIA comme ayant manipulé une élection. Je crois qu'on n'a jamais vu. On a déjà vu des propos très durs de Eisenhower ou de Kennedy dénonçant le complexe militaro-industriel. Mais ça, cette attaque-là, elle est terrible. Et c'est ce qui me donne à penser, moi personnellement, au jour d'aujourd'hui, si vous voulez mon point de vue, je pense quand même que, sauf des trucs spectaculaires, de découverte de malversations industrielles, notamment par le logiciel Dominion, quand même, je pense que c'est Joe Biden qui devrait être prochain président des États-Unis. Mais s'il est le prochain président des États-Unis, il commence son mandat dans une situation épouvantable, parce que il y a une écrasante majorité des électeurs de Donald Trump qui sont convaincus qu'il y a eu des fraudes qui ont renversé l'élection. Donc il va avoir énormément de mal à diriger les États-Unis, Joe Biden, d'autant plus que c'est un monsieur qui va avoir un certain âge, qui a 78 ans, et qui les porte pas si bien que ça. Parce qu'il y a des personnes de 78, 80 ans qui sont fraîches comme des gardons, si j'ose dire, alors que lui, on a vu qu'il a fait des lapsus, il a des facultés cognitives qui sont en déclin, il a parlé de son fils qui est mort il y a 5 ans comme s'il était vivant, enfin, il l'a confondu avec sa petite fille. Bon, c'est quand même un vieux monsieur qui porte pas bien son âge. Donc qui va diriger, je n'en sais rien. Maintenant, si, suite à des rebondissements extraordinaires, on apprenait dans les 15 jours ou 3 semaines qui venaient qu'en effet, il y a des élections qui sont invalidées, et si la Cour suprême, où je vous rappelle que 7 des 11 juges sont d'origine républicaine, en tout cas ont été choisis par des républicains, et si la Cour suprême renversait l'élection et nommait Donald Trump, je ne vois pas très bien également comment ça se passerait vis-à-vis des Américains, dont beaucoup sont convaincus que c'est Joe Biden qui a été élu. Donc moi j'ai l'impression que les États-Unis sont entrés dans une zone de troubles absolument incroyables. C'est très inquiétant, surtout que c'est un pays où je rappelle qu'il y a énormément d'armes en circulation. Et énormément d'Américains sont armés jusqu'aux dents. Donc moi, je suis assez pessimiste sur la situation. Je dirais par ailleurs que Donald Trump, il a énormément de défauts personnels. Ça, c'est certain. Il s'est mis à dos beaucoup de gens, mais comme j'ai eu l'occasion de le faire dans une vidéo sur UPR TV, que vous me permettez de citer au passage, nos vidéos marchent très très bien d'ailleurs, Donald Trump, c'est quand même le seul président des États-Unis depuis je ne sais pas combien de temps à ne jamais avoir déclenché de guerre. Avoir rapatrié des boys. Justement, et c'est ça que le reproche le complexe je me permets de vous militaro-industriel. interrompre, François Asselineau. Vous l'avez dit, la situation aux États-Unis va être particulièrement explosive, avec un peuple divisé presque à part égale en deux, pour un candidat puis pour l'autre. Donald Trump, effectivement, n'a déclenché aucune guerre. On a le sentiment, si on regarde un petit peu l'histoire des États-Unis, que pour réunifier cette population, il va falloir entrer dans un nouveau conflit. Moi, ce que je pense... Ce que je crains qu'il n'arrive, c'est que Joe Biden soit élu, soit reconnu comme ayant été élu, et que dans les semaines qui suivent, il se lance dans des guerres. Parce qu'il y a le complexe militaro-industriel, ce sont des milliards et des milliards. N'oubliez jamais que Donald Trump avait eu ce propos incroyable dans la bouche d'un président des États-Unis, c'était il y a peut-être 4-5 mois, où il avait dit « la seule chose qui intéresse le Pentagone, c'était le ministère de la Défense américain, la seule chose qui intéresse le Pentagone, c'est de faire des guerres ». C'est-à-dire qu'il prenait on aurait dit un pacifiste américain des années 60. Bon, il a contre lui Donald Trump, il faut bien le comprendre, les marchands de canons. Hein, quand vous voyez que Donald Trump est le seul président des États-Unis, par rapport à Obama, par exemple, Obama et Biden, parce que Biden n'est pas un poussin né de la veille. Je rappelle que Joe Biden a été pendant 8 ans le vice-président d'Obama, et que tous les deux, Obama et Biden, pendant 8 ans, ils ont fait pendant 8 ans la guerre.
On n'a jamais vu ça dans l'histoire des États-Unis. 2 mandats successifs entièrement consacrés par la guerre. Même Roosevelt, ça n'avait pas été le cas. Entièrement dirigés par des conflits. Et donc, ce que je pense, c'est qu'effectivement, Joe Biden va se lancer dans des guerres, je ne sais pas, au Moyen-Orient ou autre chose. On a vu, c'est pas tout à fait un détail, mais moi j'aime bien regarder les choses de très près. On a vu quelqu'un qui s'appelle Ahmed Abiy, qui est le Premier ministre éthiopien, qui a été prix Nobel de la paix 2019, parce qu'il avait réglé les problèmes entre l'Éthiopie et l'Érythrée. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer dans des vidéos que le prix Nobel de la paix, c'est un truc qui est complètement frelaté, qui est tiré, les ficelles en sont tirées par les États-Unis, du moins par l'État profond américain. C'est pour ça que Obama a été prix Nobel de la paix en 2009. Avec 8 ans de guerre sur 8. Avec 8 ans de guerre sur 8, alors que Trump, malgré tous ses défauts, il a fait il a fait avancer le processus de paix au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Il a tendu la main à Kim Jong-un. Bon, ça n'a pas débouché, mais enfin, on était quand même dans une situation de Corée du Nord avec un pays qui a maintenant l'arme atomique. Il a quand même calmé le jeu. Et il n'a jamais fait la guerre, il n'a jamais lancé la guerre. Il a fait rapatrier des soldats, y compris de l'Afghanistan. Donc, s'il y a bien un président des États-Unis qui méritait le prix Nobel de la paix, il a d'ailleurs été nominé en 2020, mais il ne l'a pas eu, c'était bien Trump et c'était pas Obama. Et alors, je reviens à mon histoire de Ahmed Abiy, qui est le Premier ministre éthiopien. Certainement, c'est un type qui a travaillé dans les services de renseignement. Il a fait ses études aux États-Unis, donc il est proche des services de renseignement américains, très certainement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été prix Nobel de la paix. Enfin, c'est mon interprétation. Il a été parmi les tout premiers à se précipiter dès le 9 novembre ou le 10 novembre, le 6 novembre exactement. Le 6 novembre, il s'est précipité pour reconnaître la victoire de Joe Biden. Alors que il y a encore des Vladimir Poutine, Bolsonaro, le président du Mexique, aujourd'hui même, n'ont toujours pas reconnu la victoire de Joe Biden. Lui, il a fait partie de ces gens qui se sont précipités. Et dès le lendemain, il a lancé la guerre contre la province du Tigré, qui est frontalière avec l'Érythrée. Tout se passe comme si il s'était dit dans sa tête, bon, c'est Joe Biden, donc je serai couvert pour faire la guerre. Vous voyez comment ça marche? Donc moi, ce que je pense, c'est que si c'est Joe Biden qui, en effet, l'emporte, eh bien, on va avoir des conflits et des milliers de morts. Je rappelle quand même que Obama et Biden, pendant leur mandat, ils ont fait 4700 morts par des drones, ce qu'on appelle des procédures extralégales, c'est-à-dire des assassinats. Ils ont bombardé des pays musulmans comme la Syrie, l'Irak, le Yémen, la Libye. Enfin, voilà ce que c'est que Joe Biden. Et quand je vois que c'est par ailleurs le candidat qui est soutenu par la haute finance de Wall Street, par le Big Pharma, par le complexe militaro-industriel, quand je vois que toute la gauche française se félicite de l'élection de Biden contre Trump, je me dis qu'il y a vraiment des gens qui ne comprennent rien de ce qui se passe au niveau mondial. Eh ben, j'espère que nos téléspectateurs auront pu comprendre davantage. En tous les cas, merci beaucoup François Asselineau. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous le répète, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de partager, de commenter et de cliquer sur le pouce en l'air en bas de cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner, cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo ajoutée. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.